Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Vision de l'école, nouvelles infrastructures, accompagnement dans la réussite scolaire. Aujourd'hui, zoom sur l'école à Tarbes, dans le sud de la France. L'adjoint au maire en charge de l'éducation sera avec nous. Se réinsérer dans le circuit scolaire, c'est la mission de l'asso Le Colibri. On découvrira cette fabuleuse initiative grâce à son directeur qui sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Et cette semaine, on leur a demandé comment ils s'informaient. Mais tout de suite, un point sur l'actualité de l'éducation avec Quentin Gribel. Bonjour Quentin. Bonjour Virginie. On débute ce journal avec une annonce qui inquiète grandement la communauté éducative parisienne. Plusieurs établissements de la capitale sont menacés de fermeture. Oui, effectivement, rien d'officiel pour le moment, mais 7 lycées parisiens, dont 6 établissements professionnels, pourraient effectivement fermer leurs portes, et ce, dès la rentrée prochaine. On parle là de fermeture totale ou partielle. 2 raisons sont avancées par la région, des locaux trop vétustes, ainsi qu'une baisse du nombre de futurs lycéens dans ces établissements. En tout, 750 élèves pourraient alors être touchés par ces fermetures. Ils seraient réaffectés dans une douzaine d'autres établissements parisiens. La décision devrait être rendue publique le 8 novembre. On vous parlait hier de la situation au lycée Joliot-Curie de Nanterre qui ne s'arrange pas malheureusement. Ce n'est pas le seul établissement à connaître des troubles en région parisienne. Oui, comme le lycée Jean Massé de Vitry-sur-Seine par exemple, fermé depuis maintenant 3 jours. Mardi, des élèves bloquent l'établissement pour protester contre Parcoursup et la réforme des lycées professionnels notamment. Une opération qu'ils réitèrent mercredi, mais les forces de l'ordre interviennent. Un jeune homme de 17 ans aurait alors été arrêté. Il raconte à nos confrères du Parisien avoir été plaqué au sol, menotté et avoir reçu des coups de poing au visage. Embarqué avec un camarade pour outrage à agent, il affirme également avoir été frappé pendant sa garde à vue. Un médecin a prescrit 4 jours d'arrêt à l'adolescent et son père a porté plainte pour violence par une personne dépositaire de l'autorité publique. Dans le reste de l'actualité, Quentin, une langue étrangère peine de plus en plus à trouver des adhérents parmi les élèves. Effectivement, vous avez peut-être une petite idée de cette langue ? Alors, en ce moment, peut-être que c'est le russe, mais ça ne doit pas être ça. Pas totalement, non, c'est l'allemand. C'est l'allemand. Ah, l'allemand, oui. 15% des élèves français apprennent actuellement l'allemand. C'est un chiffre considérable, mais en forte baisse. D'après le ministère de l'Éducation nationale, ils étaient plus de 600 000 à opter pour l'allemand en première langue en 1995. 230 000 en 2015, contre à peine plus de 147 000 aujourd'hui. Pour beaucoup d'élèves, l'allemand semble trop compliqué à apprendre et pas assez amusant. Alors, pour éviter que cette langue ne tombe aux oubliettes, l'Éducation nationale cherche à relancer la machine auprès des plus jeunes. En septembre, 275 écoles primaires proposaient ainsi une initiation à l'allemand. Les professeurs ne seraient pas objectifs, enfin en tout cas c'est ce que révèle une étude, c'est ça Quentin ? Et oui, il s'agit d'une étude italienne menée sur 40 000 lycéens. D'après l'enquête, les enseignants auraient tendance à attribuer de meilleures notes aux filles qu'aux garçons. Selon les chercheurs, les filles seraient meilleures que les garçons en langue et les enseignants confirment cet écart dans leurs notes. Inversement, en maths, les garçons sont légèrement meilleurs, mais ils ne reçoivent pas pour autant une évaluation aussi positive de la part de leurs professeurs. D'après les auteurs de l'étude, les enseignants pourraient en fait inconsciemment récompenser les élèves plus calmes et disciplinés, c'est-à-dire les filles. Mais pour conclure tout de même, que vous soyez une fille ou un garçon, vous pouvez réussir, et ce dans tous les domaines. Et finalement, c'est ça le plus important. Moi, je ne devais pas faire partie de l'étude, manifestement, en tout cas, vu les critères. Merci beaucoup, Quentin. Merci. L'adjoint au maire de Tarbes et en charge de l'éducation est notre invité aujourd'hui. C'est la question du jour. Bonjour, Gilles Crespet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous accueillir dans le Grand JT de l'éducation. Vous êtes l'adjoint au maire de Tarbes en charge de l'éducation. Alors l'éducation, c'est le premier budget de la commune. Vous avez investi en 20 ans 320 millions d'euros depuis que le maire Gérard Trémège est arrivé à la tête de la ville. Je crois que c'était il y a à peu près 20 ans. Alors en quoi était-ce si important pour vous ? Alors effectivement, l'éducation, c'est, comme je pense dans la plupart des communes, mais c'est le premier budget qui, en termes d'importance financière, vous venez de le dire, mais
En termes de personnel, c'est aussi un tiers du personnel municipal. On a à peu près 300 personnes qui travaillent directement ou indirectement pour le service éducation, toutes catégories confondues. Donc évidemment, c'est très important. Sur Tarbes, on a 27 écoles, donc maternelles et élémentaires, et à peu près 3000 enfants scolarisés. Donc on peut, évidemment, c'est un sujet qui est important. C'est pas le seul. D'un point de vue financier, c'est pas nécessairement le plus important, mais c'est malgré tout un projet, un sujet qui est particulièrement important pour la population notamment. Important pour la population car selon vous, l'éducation est primordiale pour justement le bon déroulement de la société et en l'occurrence de la ville de Tarbes. Mais évidemment, l'éducation, c'est l'avenir des enfants, donc c'est l'avenir des Tarbais, donc c'est l'avenir de la ville. De ce point de vue, on doit y être particulièrement vigilant. Pour les parents, c'est quelque chose d'essentiel. Pour l'ensemble de la population, c'est quand même un sujet qui est considéré comme un sujet d'importance. Je ne dirais pas que c'est le plus important, hein, parce que vous savez, quand on fait des conseils de quartier, on se rend compte que les gens sont plus attachés à leur trottoir et à la sécurité, donc à leur situation immédiate qu'à ces sujets-là. Mais dès que l'on dépasse un peu ces considérations terre à terre, effectivement, ça devient un sujet parmi les plus importants. Mais peut-être que tous les sujets se recroisent justement. Comment vous avez réparti cet investissement? Je parle sur les 20 ans, mais précisément 320 millions d'euros, c'est quand même énorme. Sur quoi avez-vous placé cet argent? Dans l'éducation, je parle. Je ne veux pas être désagréable, mais c'est pas comme ça tout à fait. Je poserai le problème dans la mesure où c'est pas tellement l'enveloppe financière et comment on la répartit, parce que si je prends le problème par le bout financier, il est bien évident qu'à 80%, l'enveloppe financière, elle est dans l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, c'est évidemment... Alors, déjà, je ne dis pas tout à fait la réalité, parce que là, je suis sur l'acte investissement. Mais si je prends l'ensemble budgétaire, investissement et fonctionnement, en réalité, ce n'est même pas l'immobilier, c'est les ressources humaines, le personnel. Donc il y a déjà un gros investissement, une grosse partie financière qui est tout le fonctionnement, où l'essentiel va aux ressources humaines, ensuite en investissement, à l'immobilier. Je pense que le plus important en matière d'éducation, et c'est ce qui fait un peu la différence entre les choix politiques au sens noble du terme des uns et des autres dans les différentes communes, c'est plutôt justement ce qu'il y a à côté de ces deux postes. Parce que ces deux postes, on va les retrouver partout, mais à côté, ce sont les vrais choix politiques, c'est-à-dire les vraies orientations qu'une municipalité peut avoir. Nous avons fait, alors on ne peut pas être sur tous les créneaux, on a volontairement soutenu les actions en matière d'action, je vais dire pédagogique. Le mot est peut-être un peu trop restrictif parce qu'il ne s'agit pas de se substituer aux enseignants, mais en tout cas tout ce qui concerne en fait l'environnement de l'enfant dans sa scolarité et donc l'accompagnement que l'on peut apporter aux parents sur l'aide aux devoirs par exemple, aux enseignants sur l'accompagnement scolaire avec un certain nombre à la fois d'équipements et puis de choses que l'on a mis en place. Oui, notamment, vous avez mis en place un projet qui s'appelle le Point Parent, qui a été mis en place en 2009 à Tarbes. En quoi était-ce important, justement, d'impliquer les parents dans les institutions et dans le lien avec l'école précisément? Alors, ça rentre dans un objectif global qui s'intitule Projet éducatif local et qui vise à prendre en compte la prise en compte de l'enfant autour de la scolarité propre. Donc, on a mis en place tout ce qui a trait aux accueils de loisirs qui sont associés à l'école et évidemment le besoin
d'associer les parents apparaît immédiatement. Ce n'est pas la peine de se préoccuper de comment on peut prolonger l'action éducative des enseignants, nous en tant qu'institution municipale, si les parents ne sont pas impliqués, parce que les premiers éducateurs de leurs enfants, ce sont les parents. Donc il s'agit par le point parent, qui est un outil, de permettre à des parents, et en particulier ceux qui sont les plus en difficulté, les plus éloignés des problématiques scolaires. Nous avons des quartiers politiques de la ville, c'est à ça que je pense notamment, donc de leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement scolaire et de mieux s'impliquer dans le suivi de leurs enfants et de la scolarité. Oui, alors justement, il faut mieux comprendre le fonctionnement. Effectivement, vous faites régulièrement visiter aux parents, par exemple, la cuisine centrale qui dessert justement des milliers de repas. Vous m'avez parlé de 27 écoles pour la ville, c'était énorme. C'était une façon aussi de leur montrer comment ça fonctionne, peut-être être un peu un regard critique, mais aussi bienveillant et instructif aussi pour les parents, qui se posent forcément des questions sur ce que mangent leurs enfants à la cantine. Bien sûr. Il y a souvent, je dois dire, par le passé, au tout début, on a rencontré des critiques, comme toujours, sur les repas, la qualité des repas, le service qui est fait. Donc, on a mis en place, concernant les repas, un accompagnement. Alors, un accompagnement à deux titres. Dans le cadre du projet éducatif local dont je parlais, on a fait en sorte que lors de la prise des repas par les enfants, on puisse mettre un adulte aux tables avec les enfants, de manière à pouvoir, à ce qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes et seuls, et qu'on puisse, qu'il y ait un dialogue en fait entre les enfants et les adultes. Et en parallèle aussi, on a mis en place des liens, alors qui ont pris au fil du temps différentes formes. Il y a eu des commissions menues avec la participation des parents, et depuis 3-4 ans, on propose aux parents qui le souhaitent de venir justement sur le site de la cuisine centrale pour se rendre compte de l'organisation de la confection des repas, et puis pour répondre à leurs questions et leur expliquer, notamment ceux qui sont sensibles à ça, tous les éléments de la confection du repas, en particulier le contenu de l'assiette, avec la particularité vous savez qu'aujourd'hui on a des lois qui incitent à mettre des ingrédients de qualité. Donc les parents sont sensibles au bio. Nous, on est sensibles à la proximité pour des raisons notamment d'impact sur le territoire. Donc on essaie en même temps de pouvoir leur montrer comment, dans les choix des achats qui sont faits, on procède de manière à, puisqu'on est quand même soumis à des lois contraignantes, je pense aux contraintes des marchés publics, et leur dire comment on procède pour pouvoir justement améliorer la qualité des repas. J'entends. Alors avec la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation, les restrictions de gaz et d'électricité, c'est aussi pour vous le moment, j'imagine, de faire des économies, en tout cas de parler de chasse au gaspillage, la fameuse chasse au gaspillage, et notamment dans les cantines scolaires. Quand vous faites part aux parents justement de ce qui se passe et que vous les impliquez dans l'école, c'est une façon de travailler le circuit court, les produits effectivement qui sont sains et bons pour les enfants, et puis effectivement de restreindre un maximum ce gaspillage. Les enfants sont sensibles naturellement à ce sujet du gaspillage. Quand on veut les impliquer, en fait, ça se fait assez naturellement. Évidemment, le contexte y est favorable. On avait commencé bien avant, mais maintenant, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que il s'agit d'être attentif, étant donné que à la fois le coût des denrées qui rentrent dans l'assiette a souvent explosé
on parle toujours de l'énergie, beaucoup de l'énergie, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi non, quand je parle d'inflation, je parle bien de l'alimentaire, évidemment, du coût des produits et des matières premières. Voilà, l'alimentaire est devenu très, très coûteux, donc il est bien évident que la chasse au gaspillage est devenue indispensable, puisque, comme l'on dit, les premières économies qu'on fait, c'est les dépenses qu'on n'a pas. En une phrase, une réponse, même si chasse au gaspillage, même si économie, vous n'allez pas augmenter le prix de la cantine scolaire? On n'a pas touché au prix des repas scolaires. Pour nous, on est dans un système très, très spécifique parce que on est sur le principe du taux d'effort, c'est-à-dire que en fait le prix du repas est lié directement aux revenus de la famille et évolue en fonction des revenus de la famille. Si les revenus baissent, le prix baisse. Si les revenus montent, le prix monte. Donc, il n'est pas, on a un prix, si vous voulez, à la carte, en quelque sorte. Oui. Donc, augmenter le prix du repas, c'est quelque chose qui n'a pas grand sens. Je ne vous cache pas, malgré tout, qu'on réfléchit à des possibilités pour, malgré, faire rentrer quelques éléments financiers supplémentaires, parce qu'aujourd'hui ça commence à être très coûteux, et j'attire l'attention sur le fait que le prix du repas il est largement par les finances de la ville, mais que par ce biais-là, ce sont justement les contribuables qui financent et pas les usagers qui participent par le prix du repas. Mais la subvention, elle, c'est le contribuable, ce sont les autres. Donc il faut aussi trouver un système équitable. Mais le système, vous parlez de quoi? Je n'ai pas compris, excusez-moi. C'est-à-dire que vous demandez des subventions en plus de l'État? Ce que je veux dire, c'est que dans le prix d'un repas, oui. Le prix de revient pour nous, pour la ville, il y a deux parties. Il y a la partie qui participation des familles, ce que payent les parents. Et puis, il y a la partie la plus importante qui est la subvention d'équilibre que met la commune. Mais la subvention d'équilibre, elle est prise sur le budget communal. Le budget communal, il est construit sur les impôts, et les impôts, c'est les contribuables. Donc, si vous voulez, ce sont monsieur tout le monde aussi, mais ce sont les personnes qui ne sont pas les usagers de la cuisine. Oui, d'accord. Vous avez récemment construit une nouvelle école qui est l'école Jean Massé. Pour le maire, il s'agit de la plus belle école d'Occitanie. Pourquoi ça, c'est la plus belle? Oui, parce que d'abord, c'est vrai que d'un point de vue architectural, elle est remarquable. C'est-à-dire qu'elle a été conçue sous une forme quand même qui attire un peu l'attention. Donc elle est belle au sens direct du terme, mais pas uniquement. C'est aussi une école qui est à énergie positive. C'est une école dans laquelle on peut espérer que le coût en énergie sera nul, voire négatif, ce qui est déjà en soi remarquable. Et c'est une école qui a été conçue avec l'aide des enseignants qui aujourd'hui occupent et qui devrait permettre de mettre en œuvre les outils pédagogiques modernes que l'on peut utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment, on peut dire à ce niveau-là, expérimental. Expérimental, oui. Elle n'a pas comparé. Voilà, expérimental sur le plan du numérique, effectivement, autosuffisance énergétique, si on peut dire. Est-ce que, comme c'est la première année justement de cette nouvelle école, construite en plein milieu d'une énorme crise, on l'a dit, hein, la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation, enfin tout ce que l'on connaît, est-ce que vous avez connu aussi quelque chose qui a été très très présent à cette rentrée pour beaucoup d'écoles, c'est la pénurie de professeurs. Est-ce qu'il y avait un prof devant chaque classe à Tarbes? Alors, à Tarbes, on n'a pas été touché. On a cette chance d'avoir effectivement pu mettre un enseignant en face des élèves dans toutes les classes. Donc c'est un phénomène qui existe. Il faut dire que nous sommes dans le sud de la France.
j'ai été enseignant moi-même, donc je sais qu'il y a un déplacement naturel des enseignants vers les régions du Sud, on peut comprendre pourquoi. Et on a la chance, dans les Hautes-Pyrénées, en Tarbes en particulier, de ne pas avoir connu cette pénurie. Eh ben, décidément, il fait bon vivre chez vous dans les Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup, Gilles Crespet, d'avoir été avec nous. Merci de votre présence dans le Grand JT d'éducation. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jérôme Aucordier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de l'association Le Colibri. Alors, dans cette association, justement, on accompagne des jeunes en situation de vulnérabilité et en rupture de placement. Les mots sont durs, les mots sont lourds, ce n'est pas rien. Ce sont vraiment des jeunes qui sont dans une situation qui est très difficile à leur arrivée chez vous. Oui, c'est des enfants qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc aujourd'hui, vous avez 305 000 enfants accompagnés en protection de l'enfance et nous accompagnons particulièrement les enfants qui sont en rupture de placement, des enfants qui ont entre 7 et 18 ans dans la prise en charge, des groupes différents, qui ont rencontré de multiples placements pour différentes problématiques. Et en rupture de placement, ça veut dire que ça s'est mal passé avant parce qu'ils ne trouvaient pas leur équilibre non plus. Cela veut dire quoi exactement? Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont placés dans des institutions ou dans des familles d'accueil. Et puis, leur histoire fait résonance dans leur parcours. Là, ils peuvent être accompagnés. Et donc, ça rentre également dans les problématiques de scolarité, de formation. Et donc, nous, on les accueille lorsque finalement on a des difficultés à trouver des solutions. Alors, on entend parler souvent des incasables. Voilà, quand ils viennent chez nous, ils ont trouvé une case. Et on enlève ce mot et ce vilain mot pour se dire qu'on va retravailler sur un petit collectif parce que c'est notre particularité, c'est d'avoir 7 enfants. Garçons et filles, avec une prise en charge éducative renforcée des éducateurs qui sont là dans une continuité puisque c'est un lieu de vie. Et donc, on va pouvoir les accueillir même avec des enfants qui n'ont plus de scolarité. C'est ça la particularité qu'on a aujourd'hui, avec un objectif, c'est de les remettre à l'école en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est en fait 7 enfants par maison. Je crois qu'il y en a une vingtaine dans toute la France, il me semble. Si je me trompe. Alors, c'est notre objectif 20. On vient d'ouvrir la 10e maison. Ah, pardon, d'accord. Donc, on a ouvert 10 maisons en 3 ans. Ouais. Et puis, nous allons rouvrir 10 de plus dans les 3 ans à venir. Alors, malheureusement, aujourd'hui, les départements ont besoin de solutions comme les nôtres qui répondent à un besoin important sur l'ensemble des départements aujourd'hui où on est présent. Donc les valeurs véhiculées dans ces maisons sont absolument géniales parce que, d'ailleurs, souvent vous les comparez aux valeurs du scoutisme. Alors sans le côté peut-être religieux justement. Racontez-nous. Alors, je ne les compare pas, c'est qu'en fait, cette association est créée par les Scouts et Guides de France, donc effectivement une association de scoutisme. Le scoutisme a effectivement plein de religions différentes, mais également laïques, donc en fait, c'est surtout avant tout la méthode que nous utilisons, et donc c'était bien le choix des Scouts et Guides de France d'utiliser cette méthode en protection de l'enfance. La méthode, elle est assez simple, elle est utilisée quand même par 40 millions de scouts dans le monde aujourd'hui, et donc on a fait ce choix d'aller l'appliquer en protection de l'enfance. C'est la vie en équipe, c'est être sur des symboliques, l'engagement, l'apprentissage par l'action. Et c'est ça, en fait, je pense que la grande différence avec d'autres opérateurs, puisque nous sommes nombreux en protection de l'enfance, c'est d'utiliser une méthode au quotidien avec cette notion particulière du faire avec, montrer l'exemple. Les éducateurs font avec, mais également des bénévoles, parce que nous, on ouvre nos maisons dans les villages où on est présent pour pouvoir avoir cette rencontre d'intergénération au service de ces jeunes, faire en sorte que ces enfants comptent pour quelqu'un. On utilise souvent ce terme-là, compter pour quelqu'un et compter sur quelqu'un, pour faire en sorte qu'on accompagne ces enfants à acquérir du capital social.
puisque aujourd'hui, la problématique, c'est ça aussi, c'est comment on fait grandir ces enfants où ils sont, pour certains, n'ont plus de liens familiaux proches. Et donc, voilà, c'est aussi dans notre sens, et on utilise cette méthode qui a fait ses preuves largement. Oui, largement, évidemment. Alors, en rupture, vous le dites, avec souvent les liens familiaux, ils sont dans des problèmes de rupture de placement, donc ils arrivent peut-être un peu découragés aussi par rapport à la scolarisation. Comment vous faites pour les réhabituer et leur redonner l'envie, le goût, justement, d'apprendre ? Eh bien, en fait, le tout, c'est de reprendre confiance en soi avant tout. Alors, donc, le déroulé d'une journée chez nous, c'est le matin, on a un temps de scolarité, c'est reprendre en fait le rythme de vie surtout et avant tout, pour des enfants qui arrivent avec des problèmes aussi sur les questions des réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est les éducateurs qui refont une remise en route de la scolarité. On n'est pas des instituteurs ou des professeurs, mais on reprend ça en essayant de mettre de la pédagogie. Puis l'après-midi, on va faire des chantiers de découverte, on va utiliser la nature, on va utiliser la permaculture, on a des abeilles, on a des ateliers un peu sous la forme également des stages de troisième de découverte, pour leur redonner cet équilibre d'apprentissage et d'action. Et puis, le gros travail qui est fait dans un deuxième temps, c'est le travail avec les établissements scolaires et faire en sorte que ces enfants reprennent de la scolarité. Alors, pour certains, c'est à mi-temps, pour d'autres, c'est 1 heure, c'est 2 heures. Et c'est tout le travail avec l'ensemble de l'éducation nationale qui va être de les rescolariser petit à petit et puis faire en sorte qu'ils reprennent. Alors, pour certains, c'est un collège, et puis pour d'autres, on va faire ce travail sur de l'apprentissage, puisque là, nous venons d'ouvrir un établissement avec les compagnons du devoir, de faire en sorte que l'ensemble de nos jeunes là, de Seine-Saint-Denis, donc qui sont au nombre de 10, qui sont en formation et qui sortent avec un diplôme de chez les compagnons. Oui, et est-ce que quand un jeune arrive dans un de vos lieux de vie, il sait pour combien de temps il est là et combien de temps il reste ? Oui, tout à fait. Ça fait partie du projet pour l'enfant. C'est établi ensemble avec l'aide sociale à l'enfance, avec les parents, et on détermine ensemble un temps de placement. Ce temps de placement peut évoluer, mais il évolue ensemble, hein, c'est-à-dire dans son parcours, son projet, comment il va évoluer. Mais oui, on le détermine ensemble. Alors, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Nous sommes encore une jeune association. Nous avons 5 ans derrière une très, très, très vieille association. Mais sur ces 5 ans, nous avons un jeune qui est là depuis le démarrage. Et donc, on l'a accompagné dans sa continuité et pour également arrêter ses ruptures de placement. Alors, vous le disiez, effectivement, c'est 10 maisons d'accueil pour 7 enfants chacun. Quand j'ai regardé, effectivement, votre site et tout ce qui avait été écrit et dit sur ce très joli projet qu'est l'association de Le Colibri, je voyais qu'il y avait une importance donnée à l'heure du réveil. Ça m'a interpellée. C'était cette idée de devenir aussi citoyen, c'est-à-dire d'avoir des heures précises, de pouvoir rentrer dans une logique d'une journée quotidienne et classique pour ces jeunes. Oui, alors moi j'utilise beaucoup avec mes collaborateurs la notion de la pyramide de Maslow à la base, revenir sur un cadre d'accompagnement. Oui, je pense qu'aujourd'hui on reprend ça aussi de nos camps. Hein, moi j'ai travaillé pendant longtemps chez les Scouts et Guides de France et les camps d'animation sont avec des horaires. Et je pense qu'aujourd'hui la question du rythme et avant tout ce qu'on reprend ici en parallèle, c'est la question de l'école en fait. Si on veut les remettre en scolarité, il faut reprendre des horaires. Et c'est ça, alors c'est les horaires aujourd'hui à l'école et puis demain chez l'employeur. Et donc c'est un cadre sécurisant et on a besoin de ça et les enfants ont besoin d'avoir un cadre sécurisant aujourd'hui et ça passe par les horaires, ça passe par également mettre dans cette symbolique des horaires, savoir qui on va faire et qui va le faire, qui va les accompagner. Et aujourd'hui c'est ce qui permet de sécuriser les enfants et également les adultes et de se projeter dans une journée. Si un jeune, par exemple, marque un intérêt plus précis sur les sciences, est-ce qu'il aura davantage de cours sur les sciences ou est-ce que ça va être un enseignement général dont il va disposer ? Oui, alors on est sur cette question d'aller approfondir les talents des enfants. Alors ça peut être les sciences, ça peut être la géo. Pour certains, s'intéressent au journalisme. Alors l'avantage, c'est qu'on vient d'une association des Scouts et Guides de France qui a un réseau bénévole important et on va vers nos bénévoles pour pouvoir faire cette rencontre, mais également par les personnes du village on va aller chercher des compétences en fait là où ils sont et puis aller développer. Alors pour certains aussi c'est la robotique ou d'autres c'est la musique. L'idée c'est de trouver un point d'accroche et de se dire qu'on retrouve
un aspect familial dans notre accompagnement pour pouvoir accompagner chaque enfant. L'important, c'est de retrouver le projet de l'enfant et le goût d'aller apprendre. C'est ça sur laquelle on mise. Alors le goût d'aller apprendre et puis aussi ces enfants qui arrivent et qui donc forcément sont dans une situation, on l'imagine, difficile aussi sur le plan psychologique. Ils sont suivis chez vous par des pédopsies? Alors chez nous, on a surtout l'accompagnement par un psychologue puisque nous avons un psychologue qui est présent 3 jours par semaine. Donc c'est un encadrement important. Il y a 5 éducateurs à temps plein qui encadrent ces jeunes-là. Donc on a un accompagnement renforcé. Et puis après, on travaille bien sûr avec des CMP, avec les hôpitaux, avec des pédopsychiatres en fonction des problématiques des enfants. Mais le point important aujourd'hui, c'est effectivement les psychologues. Vous me parliez d'ateliers tout à l'heure. Quels sont les types d'ateliers qu'ils peuvent faire? Vous parliez de la forêt, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous disais, on a 2 lieux de vie qui ont de l'apiculture aujourd'hui. Donc c'est l'apiculture, on a de la découverte également, on a des jardins. Dans chaque maison, on a des jardins en permaculture. On a également des poules. Vous voyez, on est dans une maison autour de la nature. Alors on a d'autres ateliers qui peuvent après aller rendre aussi un service dans les associations. On a été auprès d'associations comme Bibliothèques sans frontières. On va donner des coups de main pour de la collecte alimentaire. Voilà, donc on a également fabriqué des meubles en palette dans les maisons. Voilà, on a plusieurs types d'ateliers qui sont adaptés aux tranches d'âge. Justement, vous parliez des encadrants, des éducateurs en fait, qui les accompagnent et psychologues. Ces éducateurs, ils viennent d'où? C'est une vocation totale à être là aussi pour eux. C'est des anciens scouts comme vous? Alors déjà, c'est avant tout un engagement pour pouvoir travailler avec ces jeunes dans l'éducation en général. Alors on a des scouts, oui tout à fait. On a des scouts qui viennent avec une formation d'éducateur spécialisé ou moniteur éducateur. Et puis on a des gens qui viennent de l'animation avec des formations diplômantes comme des PPGEPS, des diplômes de sciences de l'éducation. Voilà, on a des gens qui viennent de ce secteur-là, qui viennent rejoindre cette aventure. C'est une aventure puisque on est très loin des 35 heures, nous sommes dérogatoires à ça, c'est 4 jours consécutifs de travail et 4 jours de repos. Donc c'est un engagement auprès de ces enfants. Et nous, on les accompagne en complément en termes de formation complémentaire sur la notion de développement de l'enfant, de relations éducatives, de problématiques d'attachement, qui viennent compléter leur formation et faire en sorte qu'on puisse accompagner spécifiquement nos jeunes. Vous dites 4 jours en fait avec les éducateurs et 4 jours sans, mais en fait ils se relaient. Est-ce qu'il y a des moments où ils sont seuls, ces jeunes? Non, ils sont jamais seuls. On a aujourd'hui un roulement, bien sûr, pour pouvoir avoir du repos pour nos éducateurs. C'est 24 heures sur 24 la présence de 2 éducateurs pour 7 jeunes et on a un 3e éducateur en complément. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le taux de recul d'encadrement sur une journée, c'est 3 adultes pour 7 jeunes. Donc voilà, c'est un renfort éducatif pour avoir des prises en charge individuelles au regard des besoins des enfants. Alors ce projet est absolument génial, vraiment bravo si je peux me permettre, mais vraiment je suis admirative. Comment on fait pour pouvoir financer un tel projet? Car eh bien, les encadrer, tous ces jeunes, leur donner de l'espoir, être là, avoir les éducateurs, avoir tout le monde qui se motive et puis le cadre aussi pour le faire, ça coûte de l'argent. Alors ça coûte de l'argent, donc nous on est aujourd'hui financé pour la partie fonctionnement à 100% par les conseils départementaux, puisque c'est la compétence des départements. Donc actuellement nous sommes sur 5 départements. Alors par contre, ce qui n'est pas financé, c'est la question du développement, de l'accompagnement et de la formation. Donc ça, c'est les mécènes. C'est les mécènes qui viennent financer. Alors notre principal mécène, c'est la Fondation Bettencourt-Schuller, mais encore le cabinet Noiret, ça peut être Vinci. Et donc nous allons chercher des fonds pour pouvoir ouvrir également nos maisons futures. Et sans ça, sans ce soutien-là, on ne peut pas ouvrir. Alors c'est la particularité aujourd'hui de ce mode de financement, donc d'allier mécénat, collecte et puis fonds publics afin de répondre à ce besoin.
J'ai vu la vidéo d'une jeune fille qui est rentrée chez vous il y a quelques temps maintenant et qui maintenant en fait va pouvoir devenir esthéticienne. C'était son rêve. C'est un exemple que je prends parmi d'autres probablement. Mais j'imagine que c'est une fierté aussi, bien sûr pour vous, mais aussi pour ces jeunes, voilà, d'avoir réussi à passer ce cap et de sortir et d'avoir un métier demain. Oui, je pense que c'est ça. Ce qui est le tout dans l'accompagnement de nos jeunes, c'est la question du déclic. C'est assez simple finalement de les emmener en formation. Ce qui est plus dur, c'est de les laisser dans cette formation. Donc cette jeune fille est toujours présente dans notre association et elle fait bien son CAP. Elle a eu des difficultés, elle a changé d'employeur à plusieurs reprises, mais elle a tenu et elle y est également aujourd'hui. Et nous sommes assez fiers d'elle, mais comme d'autres, un jeune Moussa qui est sorti de l'association aujourd'hui et qui est couvreur zingueur avec une formation qu'il a obtenue chez les Compagnons du Devoir. Et il me disait encore quelques temps la fierté de pouvoir gagner des sous. Et d'ailleurs, même, il vient d'entrer dans le conseil d'administration de l'association pour apporter cette parole des jeunes qu'on accueille. Je pense que c'est cette notion de réussite aujourd'hui qui nous motive. On a une jeune fille qui vient de partir de 18 ans dans une famille d'accueil, là. C'était hier soir. Mais ils sont encore partis de la maison. C'est pas parce que ça s'est arrêté que ça s'arrête. Compter pour quelqu'un, c'est aussi dans la durée. Et oui, puis en fait, vous êtes un peu leur famille. Hein, c'est le cocon forcément qu'ils ont réussi à recréer grâce à Colibri. Donc j'imagine à quel point vous avez besoin aussi de garder ce lien, cet attachement. On a besoin de ça. Nous sommes en train de développer un réseau de parrains et de parrainage. Je pense que sur cette question de capital social, c'est la clé de réussite de l'insertion des jeunes après 21 ans, après 18 ans. C'est compter sur quelqu'un, c'est-à-dire d'avoir un point d'accroche. Et en tout cas, Colibri le sera pour eux. Et donc, c'est aussi ce qui motive nos éducateurs à rester dans la durée, c'est d'être en lien avec ces jeunes. Et puis, de se dire qu'on va au-delà d'un placement, en fait. Je dis souvent à l'ensemble de nos partenaires, même aux maires, aux gendarmes, en fait, je dis, ces enfants n'ont pas choisi d'être là. C'est pas un choix d'aller en protection d'enfance. Ils le subissent. Et donc, comment on leur redonne cet espoir et de se dire que c'est les enfants de la société et on les accompagne ensemble. Et oui, on oublie trop souvent, effectivement, que ces enfants ne choisissent pas cette situation. Merci beaucoup, Jérôme Aucordier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur, justement, général de l'association Le Colibri. Et comme chaque vendredi, eh bien, on a donné la parole aux enfants et cette semaine, on leur a demandé comment ils s'informaient. Regardez. Je regarde les actualités, j'utilise Le Monde, Le Parisien, le HuffPost et Brut. C'est plus mes parents qui m'expliquent ce qui se passe. Et des fois, par exemple, il y a des images que j'ai pas le droit de regarder. Donc je regarde des infos le soir via Instagram juste avant de me coucher. Je regarde pas les trucs de moins de 10 ans parce que j'ai que 9 ans. J'essaye de suivre un petit peu l'actualité. Et Hugo Décrypte aussi. Je regarde Hugo Décrypte. Je regarde un petit peu l'actu sur les réseaux un petit peu tous les jours. Alors oui, je suis au courant de l'actualité qui se passe dans le monde parce que des fois, je regarde les infos sur la télé. Le Monde, c'est via mon smartphone et le HuffPost, Brut, c'est via Internet, comme Le Parisien. De temps en temps à la télé, mais c'est plus rare. Au moins une fois par jour. Un soir sur deux, enfin, quelques fois par semaine. Ça m'intéresse parce que c'est court, clair. Et en peu de temps, on arrive à comprendre l'essentiel et pouvoir suivre. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans l'actualité en général ? Tous les conflits, l'actualité au niveau écologique, économique. Plus ce qu'il y a dans le monde, les meilleures les plus grandes actualités dans le monde. Ah oui, j'en discute beaucoup avec ma meilleure amie. Parce que c'est surtout sur la guerre, sur l'Ukraine, des trucs comme ça, et sur l'écologie. Merci à vous tous d'avoir répondu. C'est chouette de voir qu'ils s'informent, en fait. Effectivement, c'est assez surprenant. Hein. Oui, on pensait que les enfants ou les jeunes s'informaient moins que leurs propres parents. En fait, c'est faux. Qu'est-ce que vous regardiez quand vous étiez plus jeune ? Moi, c'était les journaux télévisés, justement. Souvent à 20h devant la télé et après, j'allais dormir. Ah oui, ça c'est l'influence parentale en fait. Exactement. La grande cérémoniale des JT de 20h et tout. Comme quoi, hein, ça marche toujours. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, on retrouve l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier, c'est Aria Crescendo. Il veut bien, on attaque la dernière partie de l'émission, Allez. qui est très spécifique sur l'école. Ouais. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Justement, je trouve qu'il y a plein de choses qui devraient être changées.
Donc, number one, moi, si j'étais présidente, je te dis, c'est déjà plus d'argent dans l'éducation nationale, hein, parce qu'on voit bien que les profs sont mal payés. Moi, je vois avec ma mère qui est prof et tout ça. Et puis, en plus, ils dépensent de l'argent, feux d'artifice, etc., qui polluent la planète. Et puis, ils ne donnent pas de l'argent pour la nouvelle génération des jeunes qu'on devrait... Tu redistribuerais les budgets. Oui, je redistribue les budgets, ça c'est sûr. Et puis number one ou number two avec les budgets, c'est d'introduire le yoga. Parce que le yoga, ça apprend aux jeunes déjà à respirer, à se recentrer, la confiance en soi, pas avoir peur. C'est quand même des choses essentielles qu'on n'apprend pas à l'école. Oui. Et du coup, je pense que c'est ça qui devrait être la priorité en fait à l'école. Et c'est pas une fois par semaine comme on fait Montessori, c'est tous les jours. Tous les jours le yoga ? Mais oui, tu arrives à aller à l'école. Enfin, c'est une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Tu apprends à respirer, tu te ressentes et après, du coup, tu es moins agité, tu réceptionnes plus les autres matières, donc tu apprends plus vite. Enfin, c'est tellement bénéfique, je ne comprends pas que ce n'est pas encore obligatoire. Hein. Tu sais, par exemple, aux États-Unis, de plus en plus, toutes les écoles, c'est obligatoire maintenant de faire à l'école. Tu sais, Google, par exemple, tous leurs employés, dans le contrat, il y a marqué que tu dois faire du yoga. Parce qu'ils ont remarqué que les gens sont plus productifs, moins stressés. Toi, justement, ton mari, il est américain. Oui. Et du coup, pour tes enfants, comment vous vous mettez d'accord pour la culture, pour l'éducation ? Du coup, ils vont à Montessori, donc c'est bilingue. Donc, ils ont une éducatrice américaine et une française, et puis il a les deux. Et pour nous, c'est hyper important. C'est même pas comment on se met d'accord, c'est qu'en fait, nous, je te dis, tous les deux, on est un peu citoyens du monde et on adore voyager, on adore l'Australie, on a envie de vivre un an là-bas, on est un petit peu partout. Et du coup, on a envie que nos enfants aient cette culture-là où ils sont très ouverts d'esprit, où ils apprennent plein de choses, ils rencontrent plein de monde. Parce que je trouve qu'en voyageant, tu prends la confiance en toi, tu rencontres des personnes différentes. Donc lui, ton mari, il porte quel regard sur l'école française ? En fait, il trouve que c'est un petit peu négatif par rapport aux US. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il trouve qu'on dit trop de non aux enfants et que c'est pas assez encourageant et qu'on ne leur laisse pas assez la liberté de choisir ce qu'ils ont envie de faire. On leur donne pas assez confiance en eux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on leur apprend... pas assez ouvert d'esprit. Exact. Et puis on leur apprend pas du tout à travailler en communauté, mais plutôt les séparer pour mieux les diriger. Donc ce qui est pas du tout bien à mon avis. Pour toi, l'école de demain, ça ressemble à quoi ? Du yoga en rentrant. Moi, franchement, si j'étais moi la présidente, c'est une heure de yoga le matin, c'est-à-dire les respirations, la méditation, le recentrage, puis le côté physique, où tu as les postures, les machins, dépassement de soi, dépassement de ses peurs, etc. Et puis après, les autres matières, parce qu'attends, finalement, quand tu réfléchis ce que tu as appris à l'école, tu te souviens même plus. Qu'est-ce que tu te souviens de... Ça dépend du professeur, finalement. Ah ouais, tu crois ? Moi, j'ai aucun souvenir d'aucune matière, des trucs que je me sers dans la vie de tous les jours. Ce qui me sert dans la vie de tous les jours, c'est vraiment la confiance et mes passions et que j'ai envie d'avoir un métier. Pas assez de matière pratique, en fait, au final. Voilà, c'est ça, tu vois. Et pour choisir un truc qui te fait du bien et où tu n'es pas stressé toute ta vie en allant... Moi, j'ai des avocats ou des gens qu'on a forcés à aller dans cette direction-là, qu'ils n'avaient pas envie et qui ont gâché 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de leur vie. Pour finalement changer de métier. Mais oui, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, autant essayer de leur laisser le choix dès le départ, quoi. En fait, forcer les élèves à mieux se connaître. Voilà, parce que je trouve qu'aussi, il y a trop d'agressivité. Maintenant, tu vois, à 10 ans, les enfants, là, ils s'insultent, ils se tapent dessus. C'est quoi cette histoire ? Non, mais avec le yoga, tu apprends à te recentrer, à aimer les autres, à faire des câlins, machin. C'est communautaire. Et je trouve que c'est hyper important. Et t'as pas peur des réseaux sociaux pour tes enfants ? Toi qui es quand même très connu sur les réseaux. Pas du tout, parce que moi, je trouve que même les gens qui se mettent en privé sur les réseaux, je trouve ça... Enfin, je veux dire que t'as quoi à cacher ? Ouais, mais t'as pas peur qu'ils aient des commentaires ou de la comparaison ? Non, parce que si t'as confiance en toi, tu ne fais pas attention aux autres qui essaient de te tirer vers le bas, puisqu'on sait bien que quand c'est des haters, comme on dit, ils essayent de projeter leur peur et leur insécurité sur toi. Donc pourquoi est-ce que tu porterais les bagages des autres ? Toi, tant que tu sais ce que tu veux faire et que tu es bien dans ta vie et dans ton corps, tout va bien. Moi, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas peur du tout des réseaux sociaux, mais du tout. Et chacun a le droit de dire ce qu'il veut. On a libre opinion. Donc, par contre, je ne prends pas du tout les commentaires négatifs. Non, mon cerveau, il ne les enregistre même pas. Si tu veux me dire un truc sympa, tu vois, quand tu me vois, au lieu de me dire « Ah, t'es fatigué aujourd'hui, t'as une sale tête ». Si tu me dis « Ah, bah, j'aime bien ton t-shirt », bah, je préfère entendre ça. Donc, tu vas réussir à faire le tri le tri mental. Et ça s'apprend aussi. Donc ça, on devrait l'apprendre dans les écoles, tu vois, parce que c'est vrai, on se laisse trop affecter par les opinions des autres. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Et c'est pas que sur les réseaux, hein, dans la vie de tous les jours, les gens ils essaient de te décourager. Tous les jours, c'est juste un peu plus fort sur les réseaux. Voilà, un exemple, mon mari, il a 10 ans de moins que moi, d'accord ? Donc on s'est mariés à la mairie de Boulogne. Le maire de Boulogne, un vieux schnouk, voilà, moche, mais vraiment, et quand je dis moche, c'est pas que la beauté physique. C'est plus le maire actuel ? Non, je sais plus, je crois que c'est une femme maintenant. Mais à l'époque, donc très moche, mais de l'intérieur, tu vois, parce que moi je trouve que la beauté, ça vient de l'âme et de ton énergie, donc très moche. Le gars, il me dit, vous n'avez pas peur de vous marier avec un gars qui a 10 ans de moins que vous ? Parce que vous savez, les femmes vieillissent plus vite, hein.
Tu vois comment sympathique. Tu vois comment il me jette ses peurs et j'aurais pu être déprimée qui m'a dit ça. Mais tu vois, pas du tout. J'ai dit, en fait, le gars, il est tellement mal dans sa peau et ça se voit qu'il est tellement pas bien dans sa vie qu'il essaie de projeter ses peurs et ses insécurités sur moi. Donc j'ai dit, je ne prends pas. Je me mets dans ma bulle de positivité. Et tu réponds pas quand c'est comme ça? J'ai dit, bah non, regardez, je suis... vous voyez la différence? Regardez-moi, avec le yoga, c'est la jeunesse éternelle. Je réponds avec une blague ou alors je fais pas attention. C'est pas grave, il faut pas faire attention. On a trop de gens qui nous tirent vers le bas et c'est pas possible ça. Donc en fait, c'est une philosophie que tu voudrais apprendre à l'école. C'est une philosophie de vie, c'est exactement ça. Et on ne devrait pas avoir peur des réseaux parce que maintenant le monde fonctionne comme ça. C'est pas grave, c'est juste il faut être sélectif. Voilà, c'est comme dans la vie. Tu ne vas pas être ami avec des gens que tu n'aimes pas et qui vont te dire des choses négatives. Donc c'est pareil sur les réseaux. Bon, rien, c'est déjà la fin de cette émission. Ah non. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs, enfin d'enfance, de scolarité. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika. Tout de suite, c'est le Zap, le meilleur de School TV. Justement, aujourd'hui, c'est un grand jour puisque nous sommes le 21 octobre et que le nouveau tome de Lucky Luke sort. Un Lucky Luke un peu particulier parce que cette fois-ci, vous nous emmenez dans une aventure quasiment végane. On va découvrir ensemble les droits, justement, le droit animal. On va le revisiter. L'Arche de Rantanplan, c'est un peu une façon de se dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, justement, faire de BD sans avoir un prisme sur l'actualité et absorber les changements sociétaux. En fait, moi, ça fait 10 ans qu'on m'a proposé de reprendre Lucky Luke, et donc c'est mon 4e album. Alors à chaque fois, c'est un peu difficile, parce qu'il faut être à la fois dans la tradition d'un Lucky Luke, c'est-à-dire de l'humour, de l'action, un peu lisible pour toutes les générations, c'est quelque chose de très transversal, et en même temps, moi, j'avais pas envie d'être dans le pur divertissement, Lucky Luke et les poneys magiques, et donc j'avais envie que ça résonne avec aujourd'hui. Et en même temps, c'est pas comme d'autres séries à moi, Silex and the City, 50 nuances de grec, où vraiment on commente l'actualité avec un prisme un peu absurde, historique. On reste dans le monde du Far West. Mais il se trouve qu'à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, il y a eu plein de choses dans lesquelles notre quotidien, notre contemporain prend racine. Et donc plein de débats qui fragmentent, traversent nos sociétés, étaient déjà implantés à ce moment-là. Et c'est-à-dire que cette question du bien-être animal, ces débats sur la chasse, sur l'élevage, sur notre rapport justement à d'autres formes de vivants, eh ben, ils sont nés à ce moment-là. Parce qu'en 1866, et moi j'aime bien prendre un point de départ historique, là pour le coup c'est l'ancien prof d'histoire qui parle, absolument, il y a eu la première SPA qui a été créée aux États-Unis avec un personnage, Henry Berg, qui était authentique, qui a créé cette société à New York, qui a fait une tournée dans le Far West pour sensibiliser les cow-boys, les durs, au respect des animaux. C'était pas gagné évidemment dans un monde aussi brutal pour les humains que pour les bêtes. Et c'est le point de départ de ce Lucky Luke. Et donc, moi, j'aime bien, en plus, toucher du doigt des sujets qui peuvent être un peu délicats à manipuler. Mon premier Lucky Luke, c'était Lucky Luke et les Juifs. Mon précédent, c'était Lucky Luke et les Noirs. On se dit, ah non, la question religieuse, des communautés, la question raciale, on peut pas vraiment faire ça, c'est quelque chose de trop douloureux, trop compliqué, on va se prendre des coups partout. Et en fait, non, à chaque fois, ça a bien fonctionné. Et ce truc-là, qui paraît peut-être un peu plus anodin, mais qui en fait est très, je dirais, polémique autour d'une même table dans une famille, très souvent on s'engueule sur ces sujets. On voit bien qu'il y a des fossés générationnels. Il se trouve que c'est un album qui sort l'année de la fameuse polémique du barbecue de Sandrine Rousseau. Mais ça, vous ne pouviez pas le prévoir pour le coup. Ah non, mais oui, mais en fait, c'est toujours... Ça, c'est ça qui est magnifique avec le dessin et l'humour, c'est qu'on a une espèce de dimension prophétique. Et on sent, on a des capteurs comme ça, des moustaches de souris, qui nous disent les choses qui sont dans l'air du temps. Et très souvent, on travaille 1 an, 2 ans sur un sujet. Un Lucky Luke, c'est 2 ans à peu près. De travail. Entre le moment de la première idée et la sortie de l'album. Et on a quelque chose qui apparaît, qui se cristallise. Donc il y a les questions des accidents avec les chasseurs, toutes les interventions des groupes activistes dans les élevages industriels, et évidemment ces histoires de manger de la viande ou pas. Est-ce que c'est le patriarcat blanc? Est-ce que c'est quelque chose du monde passé? Ou au contraire, est-ce que c'est un patrimoine culturel? Ces questions, j'avais envie de les mettre en scène dans le Lucky Luke. Comme toujours, Lucky Luke, c'est pas un pamphlet qui prendrait parti. Ça met en scène les différents protagonistes avec leurs différents points de vue. Et Lucky Luke, qui est un super-héros, il arrive toujours à rétablir une espèce d'équilibre, d'harmonie. Amanda, sur le rythme scolaire, vous diriez que l'Italie a tout compris. C'est un rythme qui est mieux adapté justement aux apprentissages? À mon avis, oui. Effectivement, en tant que jeune adulte au lycée, mais même avant à l'école primaire ou au collège,
on vit différemment en ayant un peu plus de contact avec nos amis, en faisant des activités aussi à côté, activités sportives. Et du coup, effectivement, je pense que ça donne la possibilité aux jeunes de se développer un peu plus dans d'autres activités. Et ça donne la place aussi pour des moments un peu de détente, ce qui est, je pense, très important à cet âge-là. Nadia, on parle de demi-journée de cours, mais je reprends le mot qu'a employé tout à l'heure Amanda. C'est plus intense ? C'est beaucoup plus intense, tout à fait, parce qu'on a juste un quart d'heure, 20 minutes, en fonction des... Enfin, ça dépend des écoles, de récréation. D'accord. Donc, c'est vraiment de 8h à 14h de cours intenses. Donc, en plus, la particularité du système italien, c'est qu'on ne change pas de classe. Ça, donc, super, on reste dans la même classe. Eh oui. Et... Il n'y a pas tout ce barouf où on prend son cartable, on change, on perd du temps, on va à l'autre bout de l'école. Mais, effectivement, changer d'une classe à l'autre, ça permet aussi aux élèves de souffler. Ah, ça, c'est vrai que rester 6 heures dans la même classe... Focus, concentré. Ouais. Donc, c'est vrai que, oui, c'est plus intense. Un instrument pour devenir professionnel, ça veut dire dépenser combien d'argent ? C'est variable, mais il faut que je parle de chiffres ou pas ? Oui. Pas. Alors, sinon, on ne va pas comprendre. Non, mais un instrument fait par un grand luthier actuellement, un grand luthier, c'est entre 30 et 40 000 euros, on va dire entre 25 et 40 000. Donc ça, c'est des instruments qu'on fabrique aujourd'hui. Après, il y a des jeunes luthiers en début de carrière c'est moins cher, etc. Ça, c'est ce qu'on fabrique aujourd'hui. Voilà. Et puis alors, si on veut acheter de l'ancien, de l'italien, ou ce qu'on appelle les vieux paris, etc., là, on fait x5, x10, quoi. Il n'y a plus de limite. Un des derniers Stradivarius dont j'ai entendu parler là récemment était estimé 24 millions d'euros. Donc, non, celui-là, on va l'oublier. Mais bon, voilà. Donc, en fait, je suis parent d'un jeune violoncelliste ou d'une jeune violoncelliste. Je sais qu'à un moment donné, vers quoi 14-15 ans, au fond, hein, s'il... Non, pas si. Peut-être pas à ce moment-là. Non, mais c'est souvent charnière 16-17, oui, c'est ça. Bah, quand on a fini les... Et à un moment, il faut que je mette un billet de 30 000 si j'ai envie qu'il puisse avoir sa chance, finalement, c'est ça. Oui, minimum, oui. Voilà. Tout à fait. Et donc là, vous avez cette idée. Et je ne parle pas de l'archet, mais bon. Mais moi, j'ai eu cette idée parce que ça m'est arrivé. Oui, qui proportionnellement, on va quand même le dire aux gens, coûte plus cher. En tout cas, ça coûte cher par rapport au violon. Quand on se dit c'est juste un... Exactement. Voilà. Exactement. Au violoncelle. Et puis, c'est de l'artisanat d'art, donc c'est des heures de travail, et puis on peut pas les... C'est pas fait en usine, quoi. Voilà. Tout ce qu'on a avant, c'est d'ailleurs un commerce qui est fait en Chine, où on a formé là-bas d'ailleurs des luthiers. Donc on arrive à des instruments d'étude, en fait, mais c'est vrai que pour travailler sa sonorité, ses palettes sonores, etc., et puis pour avoir un son beaucoup plus projeté, et puis avec vraiment... Une qualité de son irréprochable, interne, on est obligé de passer sur un instrument de haute facture, quoi. Et là, vous qui enseignez, vous commencez à voir des jeunes gens dont vous vous dites, bah, tiens, il ou elle pourrait devenir professionnel, mais là, oui, c'est ça. Et donc, talent et violoncelle, le principe, c'est que vous prêtez, enfin, vous avez un vivier d'instruments, soit que vous faites fabriquer, soit que vous avez, que des mécènes ont acheté, vous allez les prêter à ces jeunes artistes. Exactement. Tout remonte à nous. Dès que dans un CRR en France... Conservatoire rayonnement régional. Voilà, dans les conservatoires régionaux en France, on nous prévient, on nous dit, ah voilà, là par exemple récemment, on vient de me prévenir qu'un jeune de 16 ans n'a pas de violon, puisqu'on prête maintenant violon, alto et violoncelle. Ouais. Eh bien, hop, on a un violon donc disponible, on va lui faire essayer, etc. Donc c'est vraiment... très excitant pour moi ce travail-là. C'est vrai qu'on a travaillé dur parce qu'on est parti de un instrument, maintenant on en a 76. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez été prof d'histoire, pas que prof en l'occurrence, agrégé d'histoire. Vous avez enseigné notamment à l'université de Marne-la-Vallée, puis spécifiquement l'histoire chinoise à l'ENS, car vous avez aussi une spécialité, c'est cette passion justement pour l'histoire asiatique et l'histoire de la Chine en particulier. Jules, prof, ça donnait quoi exactement ? Je n'ai pas poursuivi la carrière de prof, malgré toute l'admiration que je porte de manière
infini aux enseignants, de façon générale. Je pense que c'est des espèces de héros et de saints modernes, parce que c'est la reconnaissance sociale, économique est vraiment disproportionnée par rapport aux vertus et aux apports qui donnent à la société. Mais en fait, moi, j'avais un problème de patience, c'est-à-dire que j'ai cette espèce de défaut de détester répéter les choses. Et la redondance pédagogique, c'est un petit peu la base. Quand on n'a pas compris, il faut que ça puisse être répété devant une classe. C'est toujours quelqu'un qui n'écoute pas ou qui n'a pas vraiment capté le truc. Et donc répéter, ça me rendait fou. Et je me rends compte que j'ai choisi ce métier de dessinateur parce que justement, sans cesse, c'était nourri par quelque chose d'autre. J'aimais pas repasser par les mêmes sentiers, alors qu'il y a des gens que ça dérange pas, en fait, et qu'on cette patience-là. Il y avait ça, et puis il y avait la dimension des copies, parce que quand je corrigeais des copies, je sais que c'était un sujet... J'avais toujours l'impression que je devais faire comme des espèces de petits haïkus ou des espèces d'œuvres brèves. Et donc, je me rappelle très bien que ça me prenait des heures et des heures. C'était trop. Et donc, les copies d'histoire, c'est en plus des élèves qui étaient d'université. Donc, c'était des choses plutôt conséquentes. C'était pas juste des petites interros sur des questions de cours. Et donc, moi, j'écrivais des pavés en faisant des blagues, en essayant de faire rire les gens. En même temps, je devais être considéré comme un professeur un peu vache parce que je me moquais d'eux quand ils disaient des conneries. Mais j'ai de dessin aussi. J'étais pas sadique. Alors non, j'allais pas jusqu'au dessin, quoique ça a pu m'arriver 1 ou 2 fois. Les bases au collège? Les bases, donc c'est vraiment on a les mêmes matières en Italie et en France. D'accord. La chose qui change vraiment, donc on a vraiment toutes les matières, technologie et arts plastiques sont vraiment les mêmes. La chose qui change en Italie, c'est qu'on a un enseignement de religion. Alors ça, c'est quelque chose qui étonne les Français, parce que c'est vrai, nous, on est dans un État laïque. Alors nous, on fait... Comme aujourd'hui, toutes les semaines, des émissions sur l'éducation dans les différents pays. Et ça revient souvent. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas. Oui. Donc on a 1 heure par semaine. C'est au collège et au lycée. À l'école primaire, si je ne m'abuse pas, c'est 2 heures quand même. D'accord. Et c'est 1 heure qui n'est pas obligatoire. Donc normalement, on se trouve à un début de journée, donc à 8 à 9, ou à la fin de la journée. Comme et c'est que religion ou c'est aussi instruction civique C'est que religion. Que religion. L'instruction civique est intégrée dans les cours d'histoire géo, par exemple. D'accord. Comme en France, d'ailleurs. C'est 1 heure particulière, c'est-à-dire que normalement, on devrait étudier l'histoire des religions en pluriel, mais souvent, c'est vraiment centré sur le catholicisme. Oui. La création de la Comédie Française est en fait la réunion de 2 et même de 3 troupes de théâtre rivales qui jouent à cette époque à Paris. Il y a celle du Marais, celle de l'Hôtel de Bourgogne et puis celle du Palais Royal qui est dirigée par Molière. Molière, justement, meurt en 1673 et une première fusion a lieu. Sur ordre royal, les comédiens du Marais rejoignent la troupe des comédiens de Molière. Il ne reste donc que 2 troupes rivales qui finiront elles aussi par fusionner pour devenir finalement la troupe de la Comédie Française. Et pourquoi le roi tient absolument à fusionner tout ça? Il ne pouvait pas vivre avec plusieurs troupes? En fait, pour plusieurs raisons. Déjà, c'était pas pratique d'avoir plusieurs troupes parce qu'il y avait des histoires de rivalité. On jouait parfois le même soir les mêmes pièces et puis en plus à cette époque, on allait au théâtre pour voir mais aussi pour être vu. Donc prendre le risque de louper la pièce où tout le beau monde se rend, c'était pas pratique. Et puis ensuite, à cette époque, c'est aussi la grande mode de la comédie italienne qui a énormément de succès. Comédie italienne dont s'inspirera beaucoup Molière et inversement. Mais donc le roi voulait promouvoir le théâtre classique français, théâtre où l'on jouera Corneille, Racine et donc Molière. Alors Molière, dont vous nous avez dit, vous rappelez qu'il était mort en 1673, c'est donc 7 ans avant la création de la Comédie Française, dont on considère qu'il est le père. Alors pourquoi on dit qu'il est le père de la Comédie Française s'il était mort depuis longtemps? Déjà le lieu. La troupe de Molière joue au Palais Royal, qui est ce grand ensemble construit par Richelieu en 1628 à 2 pas du Louvre et qui aujourd'hui abrite en partie la Comédie Française. Mais à l'époque, pas de Comédie Française ni de salle Richelieu, mais un théâtre tout de même qui appartient à Richelieu et où Molière se produit avec sa troupe. Là aussi où il a été victime d'un malaise après la représentation du Malade imaginaire. Mais alors justement Emma, il y a plusieurs versions. Je crois que certains disent qu'il est mort, moi c'est celle que j'ai toujours entendue, pendant la représentation sur ce fameux fauteuil qu'on peut encore apercevoir à la Comédie Française. D'autres disent que non. Mais en fait, vous avez enquêté. C'est le mythe. J'ai enquêté. En fait, pas du tout. Mais oui. En fait, ce soir-là, Molière est déjà très malade. Ironie du sort, il joue Argan, le personnage principal du Malade imaginaire, et il est effectivement victime d'un malaise sur le fauteuil qui sert de décor finalement à la pièce. Il mourra en revanche quelques heures plus tard dans son lit chez lui. Mais ce fauteuil devient... Il agonise sur le fauteuil et il meurt chez lui. Tout à fait. Toujours visible d'ailleurs à la Comédie Française. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à Quentin d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour nous retrouver. Vous connaissez le principe, hein, vous nous écrivez, on vous répond. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Au maquillage, c'est Laure Audemont et Maggie Sey, Lagarde de Nadois à la rédac. La semaine prochaine, c'est Mickaël Dorian qui reprendra les rênes du Grand JT de l'éducation. Et moi, je vous retrouve celle d'après. Bonne soirée à tous. Ciao.